Qu'est-ce que la littérature? Comment argumenter sur le fait qu'une autrice ou un auteur soit littéraire ou pas? Bonjour à tous et bienvenue sur mon bagage culturel. Je me présente rapidement, je m'appelle Evalie et depuis 3 ans, je prends un grand plaisir à augmenter, améliorer, structurer ma culture générale. Alors dans cet épisode, je vais répondre à une question qui a tendance à revenir souvent quand il s'agit de parler de lecture et de livres. C'est une question qui peut arriver sous forme de verdict, de couperet, pour déclarer en sous-texte que tel livre est littéraire et tel livre ne l'est pas. En même temps, les critères pour définir ce qu'est un texte littéraire ne sont jamais très clairs ni clarifiés. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je souhaite vous donner 3 critères très précis qui se contredisent parfois, mais c'est un bon départ, je pense, ne serait-ce que pour entrer dans les textes. Qu'est-ce que la littérature? Il faut bien sûr toute une vie pour répondre à cette question et ce n'est donc pas le sujet de cette vidéo. Autre précision avant d'aller plus loin, je ne suis ni professeur de lettres ni professeur de français. De ce fait, si vous êtes étudiant ou élève, votre cours, votre programme, vos manuels doivent rester les références prioritaires. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui résulte en fait de mes années de fac et de prépa et de ma pratique d'écrivaine de romans et de poèmes. Donc, premier critère qui distingue un texte littéraire d'un texte non littéraire, c'est que la littérature provient d'un travail sur la langue, et plus précisément d'un écart par rapport à ce que Mallarmé appelait l'universel reportage. Qu'est-ce que l'universel reportage? C'est en fait tout simplement l'usage ordinaire du langage. C'est transmettre une information, décrire un fait, donner une instruction. La littérature, elle, introduit un écart par rapport à cet usage ordinaire. Mais cet écart prend des formes très différentes selon les époques. Parmi les écarts les plus étudiés, les plus observés dans toute l'histoire de la littérature, on a premièrement l'écart linguistique, quand la littérature choisit la langue du peuple, c'est-à-dire par exemple le français, plutôt que le latin des humanistes au tout début de la Renaissance. Je vous renvoie à Joachim du Bellay. Deuxième type d'écart, l'écart formel, dans la manière dont l'écrivain travaille sa propre langue. Et enfin, l'écart thématique dans les territoires que l'écrivain décide d'explorer. Au 19e et 20e siècle, cet écart était surtout formel, stylistique. Marcel Proust construisait des phrases de 3 pages et Flaubert, lui, pesait chaque mot pendant des semaines. Ensuite, au XXe siècle, suite aux horreurs des 2 guerres mondiales, d'Auschwitz et de Hiroshima notamment, et pendant ensuite les violences coloniales, l'écart stylistique se double d'un écart sémantique, avec une langue de plus en plus compliquée, obscure, blessée, malmenée, trouée de silence ou de non-sens. Je vous renvoie aux surréalistes, aux nouveaux romans, à des auteurs comme Beckett ou Duras, sans parler de poètes extrêmement cryptiques mais qui gagnent vraiment à être fréquentés, extrêmement nombreux, voire majoritaires au XXe siècle. Je vous renvoie entre autres à Antonin Artaud, René Char, Henri Michaud. Et pour tous ces auteurs, en fait, le monde avait cessé d'avoir un sens. Donc, il devenait complètement impertinent de produire des textes qui, eux, véhiculeraient des significations claires et lisibles pour tout le monde. Notez bien que l'écart formel n'est pas propre au 19e et 20e siècle. En fait, à chaque époque, des écrivains ont poussé le travail sur la langue si loin dans la sophistication que leurs textes donnaient l'impression de se refermer sur eux-mêmes. On peut penser aux auteurs de la décadence latine, aux grands rhétoriqueurs au XVe siècle, aux poètes baroques et précieux au XVIIe siècle, et je vous encourage fortement à jeter un œil sur ces textes parce que, au-delà de quelques sonnets alambiqués et de quelques paragraphes complètement perchés, il faut bien le dire, vous tomberez sur des somptuosités, de vraies pépites. En ce début de XXIe siècle, en revanche, l'écart n'est plus seulement stylistique, il n'est plus dans la phrase. L'écart est devenu profondément thématique, dans les sujets évoqués, dans la nature des territoires exploités.
Avec la littérature contemporaine, les auteurs s'éloignent des préoccupations purement formelles, et pour dire les choses plus clairement, disons qu'aujourd'hui l'urgence est vraiment ailleurs. On ne cherche plus à surprendre par le choix des mots ou par les tournures, l'attention s'est portée sur complètement autre chose. L'écart est dans ce qui est mis en lumière pour la première fois. Aujourd'hui, la littérature parle de sujets et d'expériences qui avaient peu de place jusque-là. La référence ultime est bien entendu Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, qui a consacré sa carrière à questionner la condition des femmes, le déclassement social, le corps, la honte. Elle s'engage sur des sujets vitaux et fragiles qui sont considérés comme secondaires ou peu littéraires, ou qui ont été déformés par les littératures des siècles précédents. Alors la littérature du XXIe siècle fait partie des domaines que je ne maîtrise pas et je suis donc preneuse de vos définitions complémentaires et de vos avis divergents. N'hésitez pas à nous éclairer sur ce que j'ai pu oublier ou mal comprendre sur le sujet. On passe maintenant au deuxième critère qui permet de reconnaître un auteur littéraire. Eh bien tout simplement, la littérature s'inscrit dans une chaîne d'écrivains sur des siècles, voire des millénaires. Un auteur, une autrice littéraire est avant tout un grand lecteur, une grande lectrice. Ce sont des personnes qui ne partent pas de rien. Elles se nourrissent des textes passés et que ce soit consciemment ou pas, elles prennent un genre, elles prennent une forme, un style pour les déplacer par rapport à ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. En fait, le mot auteur vient du latin auctor qui signifie celui qui augmente. Et Bernard de Chartres, philosophe et grammairien du XIIe siècle, a formulé ce principe: nous sommes des nains sur des épaules de géants. Au-delà de la vénération que les auteurs ont pour les géants qui les ont précédés, il s'agit pour eux avant tout d'aller plus loin, de voir plus loin. Par exemple, Dante va prendre Virgile comme guide dans sa Divine Comédie et puis il l'abandonne au moment du purgatoire parce qu'il va, lui, au-delà. James Joyce reprend l'Odyssée d'Homère entièrement et le transpose à Dublin dans son roman Ulysse. Et on peut dire, en schématisant brutalement, que Racine et Corneille ont augmenté les pièces des auteurs latins et grecs. Bon, vous comprenez le principe, hein, chaque auteur majeur répond en fait à ceux qui l'ont précédé et à partir de leurs réponses, le genre qu'ils travaillent évolue sans pour autant disqualifier le passé. Et bien entendu, cela se vérifie largement encore aujourd'hui. Édouard Louis répond à Annie Ernaux, Emmanuel Carrère répond à Fiodor Dostoïevski. Un texte qui ne dialogue pas avec une tradition existante peut être important, utile, bouleversant, mais il ne s'inscrit pas dans une chaîne littéraire. Et sans inscription dans cette chaîne, il perd plus ou moins rapidement en pertinence et en tenue. Il devient obsolète. On arrive maintenant au troisième critère qui est que la littérature résiste au temps. Et ça se produit en partie parce que la forme aura été travaillée et inscrite dans une certaine tradition. Et du coup, un texte littéraire supporte plusieurs lectures à divers moments de la vie du lecteur, mais aussi à divers moments de l'histoire de l'humanité. À 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, un texte ne dit pas la même chose au même lecteur, parce que le lecteur a changé et que le texte lui révèle progressivement d'autres richesses. La pièce de théâtre Antigone de Sophocle a été écrite il y a 2400 ans et elle est encore jouée. Pourquoi ? Parce que le conflit entre la loi de l'État et la loi de la conscience n'est toujours pas résolu. En fait, un texte littéraire pose des questions auxquelles personne n'a encore répondu. Prenons un exemple assez particulier qui est celui de Stephen King. Stephen King a été longtemps considéré comme un auteur populaire, au sens péjoratif. Et pourtant, il a inspiré des décennies entières de grands auteurs. Aujourd'hui, les romans de King continuent à être commentés, lus, partagés, retravaillés des décennies après leur parution. Et les universités lui consacrent des thèses et des colloques. Je pense que vous comprenez l'idée. Un best-seller peut se vendre à des millions d'exemplaires et disparaître des rayonnages en 2 ans. En fait, il remplit une fonction, il est construit pour le présent. La littérature, elle, est construite, parfois sans le savoir, pour durer. Alors bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples. Certes, la plupart des auteurs littéraires cochent facilement les 3 cases. Mais parfois, un seul de ces critères peut faire qu'un texte est de la littérature. Et ça se vérifie à chaque siècle. Le marquis de Sade, au XVIIIe siècle, s'inscrit dans une lignée d'auteurs
qui poussent la morale, la religion et les normes sociales jusqu'à leurs limites extrêmes. Il s'inspire fortement de Tirso de Molina, de Diderot, de Cyrano de Bergerac et de bien d'autres. Il a ensuite disparu des radars pendant un siècle, il a cessé d'être lu, pour réapparaître au XXe siècle, exhumé par les surréalistes, avant de redevenir illisible pour notre époque. Donc ce que j'essaie de vous dire là, c'est que le fait d'avoir ancré sa pratique d'écrivain dans une tradition textuelle a rendu ses textes foncièrement littéraires d'une très haute tenue. Donc aujourd'hui, ce monsieur est redevenu infréquentable, mais ses écrits appartiennent bel et bien à la littérature. Vous avez très certainement d'autres auteurs de ce genre en tête. N'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Arthur Rimbaud, 19e siècle, a fait de l'écart formel une véritable obsession, presque une religion. Après avoir parfaitement assimilé les formes classiques, en particulier la poésie de Victor Hugo, il cherche systématiquement à dépasser ce qu'il vient d'écrire. Et si personne ne le lit à son époque, cette logique du dépassement continu qu'il installe va structurer une grande partie de ce qu'on appelle la poésie moderne. A l'inverse, Bukowski, XXe siècle, semble refuser les grandes filiations littéraires et toute sophistication stylistique visible. À partir de son expérience personnelle, en fait, qui a été marquée par l'alcool, la marginalité, les rapports tumultueux avec les femmes, à partir de cette expérience, de cette vue imprenable, il construit un véritable écart thématique. Voilà, il ne vous reste plus qu'à jouer, à prendre un auteur que vous aimez pour voir s'il remplit un ou plusieurs de ces critères. Alors vous allez peut-être me dire, mais comment faire cette analyse? Comment vérifier concrètement ces critères? Comment argumenter sur le fait qu'une autrice ou un auteur soit littéraire ou pas, surtout lorsqu'ils ne sont pas encore labellisés par les critiques littéraires ou par les manuels? Mais en fait, il n'y a pas de raccourci. Il faut lire des textes très différents, d'époques diverses, et surtout s'approprier l'histoire de la littérature pour aiguiser votre détecteur interne d'écart. Sans ça, vous n'aurez aucune prise sur les textes et aucune porte d'entrée. Ces critères vont rester très abstraits et très difficiles à appliquer au cas par cas. Alors j'ai justement écrit toute une série d'articles sur la littérature. Si vous allez sur mon blog, Mon Bagage Culturel, vous trouverez des articles sur la littérature de la Renaissance au XXe siècle. Je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Rendez-vous sur mon site pour lire tous les articles sur la littérature, vraiment je vous y encourage. C'est vraiment un premier pas vers les principaux auteurs à connaître par siècle et j'ose espérer que vous aurez envie de découvrir quelques-uns de ces auteurs fabuleux. Si la culture générale vous intéresse et que vous souhaitez évaluer votre niveau, votre bagage culturel, n'hésitez pas à récupérer votre cadeau en lien gratuit dans le premier commentaire. Et puis je vous laisse pour aujourd'hui et prenez bien conscience d'une chose, votre désir de savoir et de lire peut changer le monde. Ciao!